Patricia Maoulé fait ses adieux à Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin. En fin de mission, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a fait un tour d'horizon de la coopération avec le président de la haute juridiction. Le Nigeria et l'Égypte sont les deux pays qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN Cameroun 2021 dans le groupe D à l'issue des matchs de la troisième journée, le point de la rencontre dans cette édition. Et puis en interactualité, le président Adama Barrow a prêté serment ce mercredi pour son deuxième mandat à la tête de la Gambie, ceci lors d'une cérémonie de près de 3 heures tenue au stade de l'Indépendance à Banjul. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline TV. Un réel plaisir pour moi de vous servir ce 13 heures déterminé pour lutter contre l'impunité. Le gouvernement de la République du Bénin a créé une cellule à la présidence de la République, une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. C'est à suivre dans le Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier 2022, sans oublier, entre autres, l'abrogation du décret portant création du CNDS et ses démembrements, puis l'agrément de 3 sociétés de code d'investissement pour divers projets. L'essentiel à suivre dans cet élément du porte-parole du gouvernement, Wilfred Léandre Mbouedji. En point 1, création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Aussi, le gouvernement, dans sa détermination à lutter contre l'impunité aux fins de préserver les finances publiques, a-t-il pris de nouvelles mesures pour la détection des actes répréhensibles et leur poursuite en soutien aux structures existantes et dans le respect des tests en vigueur. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la mise en place, à la présidence de la République, d'un dispositif central de recueil de plaintes et ou dénonciations à l'encontre de tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité. Un tel dispositif permet également de renforcer la participation citoyenne au contrôle de la gestion des affaires publiques. Les principales attributions de la cellule sont analyser les plaintes et dénonciations ainsi que les éléments de preuve fournis par les plaignants ou dénonciateurs, inciter les citoyens à surveiller la reddition des comptes par les personnes investies d'une parcelle de responsabilité, mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption, proposer les modalités de poursuite pour chaque cas, renseigner sur les suites données aux plaintes et dénonciations avérées. Le secrétaire général de la présidence de la République et le coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation veilleront à l'opérationnalisation de la cellule. En point 2, abrogation du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social CNDS et de ses démembrements. À l'issue de l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales, il a été mis en place la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective regroupant tous les acteurs concernés par le dialogue social, aussi bien ceux du secteur public que ceux du privé. Sa mission principale est de prévenir les conflits sociaux en proposant des mesures visant à entretenir un environnement social apaisé. De ce fait, ses attributions intègrent dans une large mesure celles initialement dévolues au CNDS. Au chapitre des communications. En point 1, l'agrément de 3 sociétés au Code des investissements pour divers projets. 3 nouvelles sociétés ont été admises au bénéfice des régimes privilégiés du Code des investissements pour des projets dans le domaine de l'alimentaire, de l'agroalimentaire et du numérique, avec des retombées sur la création de plusieurs emplois et le développement des secteurs concernés. Il s'agit des sociétés Solo Industrie Sarl, au régime A, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication et de commercialisation de friandises dans la zone industrielle de Semekpoji, à la démocratisation de l'éducation en favorisant l'égalité des chances, le maintien des enfants à l'école, l'amélioration des taux d'inscription
ainsi que la lutte contre les carences nutritionnelles. Il concerne surtout le milieu rural, de même que les zones confrontées à des difficultés d'accès à l'école. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin a reçu en audience ce mercredi l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin en fin de mission au Bénin. La diplomate est allée faire ses adieux au professeur Joseph Djogbenou. Ils ont fait le tour d'horizon de la coopération Bénin-USA. Ils ont parlé entre autres du respect de la Constitution et de la primauté de droit, la protection des intérêts des citoyens. On suit ses propos à la sortie d'audience. J'ai suggéré que pour moi, l'importance de la démocratie est qu'il y ait toujours un équilibre, une balance. Il y a les personnes qui sont au pouvoir et il y a des opposants. Et il faut que tous les deux voix s'expriment et ont leur droit de s'exprimer. Et Monsieur le Président et moi, nous sommes d'accord que l'importance de la démocratie ne reste pas dans les individus, parce que les individus viennent et les individus partent. Et l'importance de la démocratie reste dans les institutions qui durent et qui restent toujours. Et voilà la force. Et l'importance est pour moi la beauté de la démocratie. Direction Porto Novo, le palais des gouverneurs, séance plénière à l'Assemblée nationale. Elle s'est penchée sur le rapport de synthèse de la mission de contrôle de gestion comptable du CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin, au titre de l'année 2020. Selon ce rapport, de nombreuses irrégularités ont été constatées. Images et sons. Au titre de l'année 2020, la mission d'enquête parlementaire dirigée au CNCB, Conseil national des chargeurs du Bénin, dévoile un point sur son rapport aux députés de la 8e législature. Beaucoup de dysfonctionnements sont notés dans plusieurs domaines de commission des finances de l'Assemblée, selon le rapport. Tant sur les comptes de l'entité que sur l'organisation comptable de l'entreprise, la gestion budgétaire et la planification, la gestion des immobilisations et des stocks, la gestion de la trésorerie, la gestion du personnel, la gestion des achats et la gestion des ventes. Plus de 8 milliards de francs CFA partis en fumée à cause de ces irrégularités. Quel est le sort réservé aux dirigeants passés, aux personnes qui étaient à la tête du CNCB? J'espère que l'ensemble de ces audits vont quand même permettre de sanctionner les personnes qui n'ont manqué de rigueur dans la gestion. L'autorité doit pouvoir demander aux liquidateurs d'aller plus loin. Parce que la société CNCB paraît comme un tombeau de crimes financiers crapuleux. Il va de soi que nous trouvions les mécanismes qu'il faut pour que le contrôle aille plus loin. Le président Louis Vlavonou assure une bonne suite à ce dossier. Cependant, le gouvernement a déjà décidé de dissoudre la CNCB. Experts comptables et comptables agréés du Bénin ont tenu une rencontre ce jeudi 20 janvier 2022. Ils ont échangé autour des questions liées à l'exercice légal et à la couverture de l'exercice illégal de la profession d'expert comptable dans un hôtel à Cotonou. Le compte rendu avec Romaric Dossa et Mathieu Sossou. Cette assise entre les professionnels comptables du Bénin répond à l'actualité face aux actes d'exercice illégal et de couverture d'exercice illégal de la profession qui s'observent depuis plusieurs années. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a décidé de jouer pleinement sa partition. 3 raisons essentielles motivent cette décision. La première, les dommages causés aux entreprises par les illégaux
sont souvent dramatiques. Comptabilité tronquée, déclaration sociale et fiscale totalement erronée, conseils inappropriés, les ravages sont nombreux. L'intervention des illégaux, et c'est la deuxième raison, fragilise l'assiette fiscale et sociale et met en danger l'économie nationale en ce sens qu'elle empêche l'établissement de comptes fiables, sincères et transparents, indispensables à la confiance entre les différents agents économiques, sans laquelle la croissance n'est pas envisageable. La troisième et dernière raison, l'exercice illégal et la couverture de l'exercice illégal représentent une concurrence déloyale vis-à-vis des membres de l'OECA Bénin, qui sont, comme je l'avais dit tantôt, astreints au respect des normes d'exercice, d'organisation et d'éthique très exigeantes. Selon les experts, il existe deux formes d'exercice de la profession comptable, exercice à titre salarié et l'exercice à titre libéral. Chaque forme d'exercice répond à des conditions strictes que tout professionnel comptable doit remplir. Salarié. Cela a permis à ceux qui n'ont pas la qualification nécessaire pour présenter plusieurs états financiers dans plusieurs secteurs, parce que leur niveau d'études, leurs expériences ne leur permettent pas cela. Ceux qui sont titulaires d'un CAP, d'un BEP qui est déjà supprimé au Bénin depuis, d'un bac G2 et des premiers diplômes universitaires tels que le BTS, le DUT et autres, même la licence, le master 1 ou 2, tous ceux-là sont dans cette catégorie. Donc, jamais ils ne devraient se mettre à présenter des états financiers pour des entreprises autres que celles qui les emploient. L'État béninois a jugé bon, comme cela se fait partout ailleurs, de voter une loi pour confier exclusivement la profession comptable libérale à ceux qui remplissent des conditions bien précises. Ces professionnels comptables sont donc outillés sur les tests régissant la profession. Pour les experts, n'est pas comptable qui veut, mais il faut avoir des compétences, c'est des qualités requises. Je l'annonçais donc en titre, la 33e édition de la CAN Cameroun 2021 se poursuit. Le Nigeria et l'Égypte sont les deux pays qualifiés pour les huitièmes de finale de cette CAN dans le groupe D. À l'issue des matchs de la troisième journée de la phase des groupes, le Nigeria s'est imposé sur le score de 2-0 face à la Guinée-Bissau et l'Égypte a pris le meilleur sur le Soudan par le score de 1-0 dans un derby du nul. Le point dans cet élément. Au retour des vestiaires, les Super Eagles ouvriront le score à la 57e minute de jeu, passe à Dick suite à une passe décisive du joueur de l'Est, Iheanacho. Les Nigérians feront le break à la 75e minute de jeu après un festival offensif du Nantais Simonus dont la frappe heurte la barre transversale mais est reprise victorieusement par le capitaine Trousse Ekong qui pousse le ballon dans les filets. Avec 3 victoires et 9 points pris sur 9 possibles, le Nigeria est invaincu et demeure la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs dans cette CAN 2021. Dans l'autre match du groupe D, l'Égypte a battu le Soudan sur le score étriqué d'1-0 dans le derby du Nil. Le seul but des pharaons d'Égypte a été l'œuvre de Mohamed suite à un corner bien tiré par Saïd. Sans véritablement dominer les débats, l'Égypte l'emporte face au crocodile du Soudan et a donc 6 points synonymes de qualification en huitième de finale. Quant aux Soudanais, ils sont éliminés de la compétition sans aucune victoire engrangée.
Et puis en interactualité, le président gambien Adama Barrow a prêté serment ce mercredi pour son deuxième mandat à la tête de la Gambie. Ceci lors d'une cérémonie de près de 3 heures tenue au stade de l'indépendance à Banjul. Barrow a remporté les élections présidentielles gambiennes le 4 décembre 2021 avec 53% des voix contre 27% pour son challenger Ousseynou Daboué. En Gambie, le président Adama Barrow a prêté serment pour un second mandat. La cérémonie s'est déroulée dans le stade de l'Indépendance, près de la capitale, où certaines personnalités étrangères ont fait le déplacement pour l'occasion. Lors de sa première élection en 2016, le président avait mis fin à plus de 20 années de régime autoritaire. Moi, Adama Barrow, je serai fidèle et porterai une véritable allégeance à la République de Gambie, conformément à la loi, que Dieu me vienne en aide. Lors du scrutin de décembre, l'élection s'est déroulée dans le calme pour ce premier vote depuis l'exil de l'ancien dirigeant en janvier 2017. Le règne de Yahya Jammeh est accusé d'une multitude d'abus, dont la répression meurtrière et actes de torture. En procédant à la phase de transition, la Gambie aura maintenant besoin d'un nouveau modèle de développement et de nouveaux cadres opérationnels, avec de nouvelles priorités de développement et des échéances durables pour la mise en œuvre. En décembre, l'opposition a fait appel devant la Cour suprême pour contester les résultats, mais le recours a été rejeté. En Libye, à présent, un incident a détruit plusieurs habitations dans un camp de déplacés à l'ouest du pays. Au moins 5 familles se retrouvent sans rien et elles ont perdu tous leurs biens. Plus de 20 familles également présentes dans ce camp depuis de nombreuses années avaient déjà perdu leurs habitations à Tarouga. En Libye, un incendie a détruit plusieurs habitations dans un camp de déplacés à l'ouest du pays. Au moins 5 familles se retrouvent sans rien, ayant perdu leur maison et leurs biens. Plus de 20 foyers présents dans le camp depuis de nombreuses années avaient déjà perdu leur habitation à Tawerga. Je suis dans ce camp depuis 11 ans, c'est une tragédie. Hier, quand l'incendie a commencé, tous les gens se sont enfuis. Mon père est aveugle depuis 10 ans, nous ne recevons pas d'argent de l'État et je n'ai plus de maison à Tawerga. 10 ans de souffrance et personne n'est venu nous voir de l'État pour voir nos conditions. Combien de temps allons-nous rester comme ça? Le conseil local de Tawerga a appelé le ministère du Logement à mettre en œuvre la décision gouvernementale pour entretenir les quartiers de la ville et permettre le retour d'une grande partie des habitants. On est déplacé depuis 2011. On a été déplacé et forcé de louer, bien sûr. On a vécu en location pendant 8 ans. Puis on est venu dans ce camp et comme vous pouvez le voir, la situation est tragique. Les logements ici ne sont pas du tout appropriés. Après 10 ans de déplacement, plus de 10 000 familles restent dispersées entre les villes et les camps, tandis que les rapatriés s'efforcent de reconstruire leur ville. L'ancien ministre de la Justice, Christiane Taubira, a déjà lancé sa course pour les présidentielles de 2022 en France. Elle a officialisé sa candidature pour le scrutin de 2022 lors d'un rassemblement militant pour l'Union de la gauche à Lyon. Une candidature de plus pour la gauche française. En France, Christiane Taubira a annoncé samedi se lancer officiellement dans la course à l'Élysée, avec pour objectif ambitieux de rassembler une gauche plus que jamais divisée. La désormais candidate a axé son discours sur la jeunesse et la justice sociale dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Choix symbolique, c'est ici que les ouvriers de la soie avaient lancé leur révolte au début de l'ère industrielle. Je veux prendre ma part, toute ma part, contre la démoralisation, contre les discours de haine et les propos belliqueux, pour que nous puissions affronter ensemble les anciens périls, c'est-à-dire les risques de dislocation sociale, et aussi les nouveaux défis, la nécessaire et urgente transition écologique. L'ex-garde des Sceaux de François Hollande est connu notamment pour la loi reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, ainsi que pour l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Elle a annoncé vouloir se soumettre à une primaire populaire devant départager les candidats de gauche. 120 000 personnes se sont déjà inscrites pour voter, mais les principaux concurrents de Christiane Taubira ont pour l'instant tous refusé de s'y soumettre. Moi, j'en ai un peu assez.
Joe Biden met la Russie en garde contre de lourdes sanctions si elle attaque l'Ukraine. Lors d'une conférence de presse tenue depuis la Maison-Blanche, le président américain a laissé comprendre que les Occidentaux ne resteraient jamais les bras croisés en cas d'escalade de tensions à la frontière de l'Ukraine. Avec des dizaines de milliers de soldats russes massés à la frontière, les tensions entre Moscou et l'Occident montent. Joe Biden promet une réponse sévère si les troupes russes pénètrent en Ukraine. S'ils font ce dont ils sont capables avec les forces armées qu'ils ont massées à la frontière, ce serait un désastre pour la Russie d'envahir l'Ukraine. Nous et nos alliés sont prêts à imposer de lourdes sanctions et dommages sur la Russie et l'économie russe. Face à la montée de ces tensions, Emmanuel Macron a appelé l'Union européenne à élaborer rapidement un nouveau plan de sécurité. Il demande un dialogue franc avec la Russie. Ces prochaines semaines doivent nous conduire à faire aboutir une proposition européenne bâtissant un nouvel ordre de sécurité et de stabilité. Nous devons le construire entre Européens, puis le partager avec nos alliés dans le cadre de l'OTAN, et ensuite le proposer à la négociation à la Russie. Selon son homologue allemand, après des années de tensions croissantes, garder le silence n'est pas une option raisonnable. C'est pourquoi nous rappelons à Moscou notre engagement envers l'intégrité territoriale de l'Ukraine et notre principe clé d'ordre de paix européen, selon lequel les frontières ne doivent pas être déplacées de force. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de 200 millions de dollars à l'Ukraine qui s'ajoute aux 450 millions déjà accordés. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé le président russe à choisir la voie pacifique pour sortir de la crise. De son côté, Moscou réclame des États-Unis la garantie que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un terme définitif à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à tous ceux qui ont participé à sa préparation également et à sa mise en onde. Portez-vous bien, restez fidèles au programme de Speedline TV. Retrouvez juste derrière moi l'édition anglaise avec nos partenaires de la Deutsche Welle. Portez-vous bien.